L'idée de cette présentation, c'est voir quel type d'activité physique est conseillé d'être abordé par rapport à la sclérose en plaques et suivant donc, le niveau de handicap des personnes, en sachant qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été abordées juste avant par David. Et si je peux juste rajouter une chose par rapport à ce qu'il disait, souvent on voit le côté physique par rapport au sport. Il ne faut pas oublier qu'aussi il y a le côté social et le côté psychologique. Qui dit faire une activité physique dit bien souvent le faire de manière collective et donc partage aussi avec les autres. Et c'est ça aussi l'intérêt. Tout à l'heure on parlait du climat, ne serait-ce aller en extérieur faire une activité, déjà ça peut permettre aussi d'aérer l'esprit par rapport à des fois les soucis qu'on a tendance à garder chez soi. Donc voilà, il n'y a pas que le côté physique qu'il faut voir dans le cadre de l'activité sportive. Donc moi, ma présentation, elle va être appuyée aussi sur, David c'était plutôt le côté empirique, le côté terrain, le côté vécu de la maladie. Moi c'est un peu plus le côté lecture de certaines études qui montrent l'intérêt d'avoir une pratique par rapport à la sclérose en plaques. La première des choses, c'est que la sclérose en plaques, elle est caractérisée par un certain niveau de fatigue, qui est plus ou moins présent chez toute personne atteinte de sclérose en plaques. C'est un épuisement qui est fréquent, qui est régulier. Et à cette notion-là, s'ajoute une deuxième notion qui, elle, est variable. C'est ce qu'on appelle, nous, une impression anormale et démesurée de pénibilité à l'effort. C'est-à-dire que si la personne a l'habitude de faire une activité physique, faire un effort, ça ne va pas lui demander de grandes ressources. Par contre, quelqu'un qui n'est pas habitué à faire une activité physique, dès lors qu'il va falloir en faire une, c'est là où ça devient difficile. Et ces deux notions-là, c'est ce qu'on englobe sous le terme de fatigabilité. Autant nous, en tant que professionnels, on ne va pas pouvoir jouer sur la fatigue, puisque ça c'est quelque chose qui est fréquent, qui est régulé chez personne. Autant nous, on va essayer de jouer par contre sur cette pénibilité à l'effort. L'idée, ça va être d'essayer de reconditionner la personne, de lui redonner le goût à pratiquer, d'essayer de l'entraîner à avoir une pratique régulière pour faire en sorte qu'un effort pénible au départ devienne un effort plus facile à accepter. Par rapport à ça, donc, il y a ce qu'on appelle, nous, au départ, un certain risque. Le risque dont il a parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux de déconditionnement à l'effort. C'est-à-dire que souvent, à l'annonce du diagnostic, qu'est-ce qui se passe? C'est que le fait que je me sens très fatigué, j'ai mes symptômes, j'ai tendance à faire quoi? J'ai tendance à réduire mon niveau d'activité physique. En réduisant mon niveau d'activité physique, par conséquent, comme je vous ai dit, dès qu'il va falloir faire un effort, ça va être d'autant plus difficile. Et dès qu'il va falloir que je fasse cet effort, ça va être tellement difficile que je vais augmenter ma fatigabilité. Et tout ça, c'est un cercle vicieux. Puisque je suis plus fatigable, je vais encore faire moins d'activité physique, de peur d'autant plus de me fatiguer. D'accord? Et donc l'idée, c'est ça, c'est que cette fatigabilité, on a tendance à l'auto-entretenir par le fait de faire moins d'activité. Donc l'objectif pour nous, c'est d'essayer au contraire d'aller à l'encontre de tout ça. C'est d'essayer de redonner goût à la pratique, de proposer diverses activités pour faire en sorte qu'on reprenne petit à petit une activité et qu'on améliore nos capacités. Capacité de marche, capacité d'équilibre, les capacités de déplacement, de point de vue estime de soi, confiance en soi, et de faire en sorte que forcément ma fatigabilité se diminue puisque je suis plus capable de me confronter à l'effort. Il faut savoir qu'il y a, comme il a dit, on peut à peu près pratiquer toute activité physique, mais il y a quand même certaines choses à prendre en compte, et notamment donc, le niveau de fatigabilité. Il y a des recommandations scientifiques bien données, par exemple le Centre national de la sclérose en plaques, qui en 2009 a dit qu'il y a diverses composantes à aborder. Dans le cadre de la sclérose en plaques, il faut travailler premièrement les activités d'endurance. Par exemple, monsieur tout à l'heure parlait de l'activité vélo, ski. Voilà, vélo, ski, marche, natation, par exemple, ce sont les activités nous qu'on considère aérobie, c'est-à-dire d'endurance. C'est des activités qui durent sur le temps. D'accord ? Et ça, c'est la première des priorités en termes d'activité, puisque c'est cette activité-là qui va faire que je suis capable de résister sur la durée dans l'effort. Et il y a des conseils par rapport à cette pratique-là. Premier conseil, c'est qu'il faut essayer dans un objectif à moyen long terme de pratiquer ces activités-là 3 à 5 fois par semaine. 3 fois par semaine, c'est déjà un bon credo. En sachant que quand on dit 3 fois par semaine, par rapport à la fatigabilité que j'ai, il faut savoir aussi que je dois me reposer. Donc 3 fois par semaine, c'est un jour de pratique, le lendemain je récupère.
le surlendemain je pratique, le surlendemain je récupère. D'accord? Donc ça me permet aussi de récupérer entre les efforts. Les intensités, alors là ça c'est juste pour vous donner l'information. Quand on doit reprendre une activité physique, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, il y a, on va dire, une composante qu'il faut prendre en compte, c'est sa fréquence cardiaque. Puisque on a dit que si je pratique trop violemment, c'est souvent l'effet inverse. Je me fatigue tellement, je repousse mes limites, que le lendemain, le surlendemain, je ne vais rien pouvoir faire parce que je suis cassé. Donc, une composante qui peut être intéressante à prendre en compte, c'est votre fréquence cardiaque maximale. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent comment vous la calculez, cette fréquence cardiaque? Oui. C'est ça. Il a révisé avant de venir. Donc voilà. C'est propre à chaque individu, puisque c'est suivant l'âge. C'est le nombre 220, moins votre âge. Par exemple, vous avez 50 ans. 220 moins 50, ça vous donne 170. Et de ces 170, vous retranchez 55% au tout départ d'une reprise d'activité. On va dire que vous allez devoir faire du vélo à 90 pulsations par minute, et pas plus. C'est un repère qui permet du coup d'éviter la fatigue de trop. Et le temps de pratique, par jour de pratique, 15 à 60 minutes. Au départ, on va dire 15 minutes. Important aussi de travailler la force. David en a parlé juste avant, il fait par exemple de la musculation. Donc là, la force, c'est un effort qui est beaucoup plus succinct. C'est 5 à 15 répétitions d'un seul et même mouvement. Important de travailler l'équilibre, la coordination, donc allier deux tâches à la fois, par exemple marcher en associant bras et jambes à chaque fois opposés, l'équilibre est directement en relation. Et dernière chose importante, c'est tout ce qui est travail d'étirement, de stretching, qui là par contre, c'est essayer de diminuer les raideurs musculaires, voire les crampes. Et dans ces cadres-là, l'importance de s'étirer, c'est maintenir une position environ une vingtaine de secondes, et relâcher le mouvement et passer à un autre mouvement. Voilà. Mais ça, tout ça, ce sont des recommandations qui restent encore très larges. Ça ne prend pas en compte le niveau de handicap des personnes. Alors après, il y a une neurologue qui s'est intéressée à ça, Cécile Donzé, qui, elle, a pris en compte le niveau de handicap de chacun. Il y a une échelle, qui normalement est pratiquée par tous les neurologues. L'échelle, c'est ce qu'on appelle le DSS, et qui va de 0 à 10. Cette échelle, 0, il y a très peu de handicap. 10, c'est un handicap très sévère. D'accord ? Et à chaque échelle, chaque niveau d'échelle correspond des troubles et correspond des recommandations en termes d'activité. Pour une personne qui a très peu de troubles physiques, eh bien là, la personne peut faire tout type d'activité. D'accord ? Il n'y a pas de frein à telle ou telle pratique. Une personne qui va être comprise, le DSS faible, on va dire 2, 3, 4, commence à arriver la notion de fatigabilité, des troubles d'équilibre mais qui restent mineurs, et une autre notion, la thermosensibilité. Donc là, c'est par rapport à la chaleur. Des fois, ce n'est pas toujours bien supporté par tout le monde. Dans ces cadres-là, pareil, pas trop de contre-indications, mais il faut essayer que ce soit quand même contrôlé. Tout à l'heure, on parlait de la fréquence cardiaque. Par exemple, la fréquence cardiaque va me permettre de contrôler ma fatigabilité. Le DSS moyen, vous allez être entre 4, 5, 6 sur l'échelle. Dans ce cadre-là, le périmètre de marche commence à devenir limité. Arrive la notion de spasticité, donc de raideur musculaire, notamment au niveau des membres inférieurs, et des troubles de l'équilibre. Donc là, pareil, sont conseillées les activités d'endurance, donc on a dit natation, vélo, marche par exemple, et les activités de renforcement musculaire. L'activité aquatique peut être tout aussi intéressante, puisque étant dans l'eau, le poids du corps est emporté, cela facilite la réalisation des mouvements. Et donc par exemple la marche, elle est beaucoup plus aisée qu'à l'extérieur. Ou encore, on a dit qu'il y a, par exemple, il y a des troubles de l'équilibre. Une activité qui est de plus en plus en vogue, que je vous ai mis en rouge, c'est la marche nordique, par exemple. C'est je garde le contact extérieur d'aller marcher avec d'autres personnes, mais comme j'ai besoin de l'adapter, je prends des bâtons. Les bâtons font qu'il y a moins de troubles de l'équilibre, je me sens beaucoup plus en confiance, et donc ça continue à me faciliter la sortie extérieure avec les autres. D'accord ? Et de point de vue fatigabilité, l'effort est beaucoup mieux accepté, puisqu'il y a les bâtons qui me permettent de compenser la fatigue qu'il peut y avoir au niveau des membres inférieurs. Dernière chose, pour vous montrer qu'en gros, ce tableau, c'est pour montrer qu'en gros, à tout type de niveau de handicap, il y a des activités qui peuvent être faites. Donc un niveau de DSS sévère, donc là c'est plus pour les personnes qui sont en fauteuil roulant.
Sont conseillés les étirements, essentiellement, pour maintenir une certaine souplesse musculaire, articulaire. Une activité qui est aussi en vogue et que vous pouvez retrouver par exemple des centres de rééducation, c'est ce qu'on appelle le motomed. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Motomed, non. C'est un vélo en fait assisté par un système mécanique. Donc pour permettre aux personnes de continuer à entretenir leur capacité musculaire, notamment au niveau des membres inférieurs. Directement du fauteuil roulant, vous rentrez dans l'appareil mécanique et vous pédalez. D'accord. Quand ça commence à devenir difficile à soutenir l'effort, il y a un relais mécanique qui fait qu'on peut continuer à maintenir l'effort. Et si c'est même trop difficile, il est possible de le faire avec les mains, avec les bras. D'accord. Donc en gros, l'idée de cet appareil-là, c'est aussi de permettre à tout le monde de pouvoir pratiquer. Je vais aller vite sur tout ça, mais voilà, je vais vous montrer qu'en gros, il y a quand même des études qui prouvent qu'il y a des bénéfices à pratiquer. Première activité, on a parlé de la marche nordique, donc la marche avec le bâton, ça peut être la marche extérieure. Pour les personnes qui sont plus en insécurité, moins d'équilibre, moins de confiance en soi, ça peut être aussi la marche sur tapis roulant. Et là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être pratiqué 3 fois par semaine, pendant 4 semaines. Et l'idée, c'est qu'il faut prendre en compte toujours la notion de fatigue, de fatigabilité. Et donc là, par exemple, dans ce protocole, ils ont donné comme possibilité aux personnes, sur 30 minutes d'effort, de faire 3 arrêts maximum dans la séance. C'est-à-dire que si j'avais fait 3 arrêts, je devais m'arrêter. Ma séance s'arrêtait là, parce que sinon, au-delà, j'allais être trop fatigué. 2 jours plus tard, je reprenais, j'essayais de refaire mon effort jusqu'à 30 minutes. Si j'atteignais mes 30 minutes, à ce moment-là, que je n'avais pas fait les 3 arrêts, je pouvais continuer, mais à une vitesse supérieure à la fois d'après. D'accord ? Donc l'histoire des 3 arrêts par séance comprend ce qu'on a dit tout à l'heure, l'importance de savoir quand je dois m'arrêter pour pouvoir mieux reprendre après. Dans ce cadre de cette étude, donc, il y a eu la vitesse de marche qui a été améliorée, l'endurance, donc la capacité à résister qui a été améliorée, et sans pour autant que la fatigue soit exacerbée. Autre pratique, par exemple, on a parlé tout à l'heure du vélo. Si je n'ai pas assez d'équilibre pour pouvoir pratiquer le vélo en extérieur, il peut y avoir le vélo d'appartement. D'autres personnes, l'année dernière, il y a une personne qui a témoigné de ça, c'était l'adaptation sur le vélo de deux petits trous à l'arrière, qui en fait formé comme un tricycle, et ça permettait à la personne de continuer à faire du vélo en famille, tout en étant en sécurité, en équilibre. Donc là, dans ce cadre-là, de cette étude, c'était, il comparait la spasticité au niveau des jambes, après avoir fait du vélo, après être resté assis. Et quel était le résultat de ça? C'est que les personnes qui avaient fait du vélo, la spasticité avait tendance à être réduite, alors que comparé à cette même personne qui était restée, non pas 20 minutes sur le vélo, mais 20 minutes assise sur le fauteuil, la spasticité, elle avait augmenté. Donc là, on voit aussi l'intérêt d'avoir une pratique. L'autre activité, par exemple, que nous on fait au terme, c'est la pratique aquatique. Donc là, dans la pratique aquatique, tout type d'effort peut être abordé. Donc, ce dont je vous ai parlé, l'endurance, la force, la souplesse, l'équilibre, la coordination. Là-dedans, ça a permis de faire quoi? C'est à raison d'1 heure par semaine, 2 fois par semaine pendant 5 semaines. Ça a permis d'améliorer à la fois la vitesse de marche, l'équilibre, la force, en sachant que force et équilibre vont ensemble. Puisque si j'ai plus de force dans mes jambes, je me sens beaucoup plus stable. J'ai beaucoup plus d'assises sur mes pieds, donc je suis en meilleur équilibre. Et la chose très importante, puisque là depuis le début je ne vous parle que pratiquement du côté physique, c'est que l'activité aquatique, ça permet aussi l'adhésion pratiquement de tout le monde à cette activité, puisqu'elle est plus facile à être abordée par chacun, étant donné que le poids du corps est emporté, j'arrive plus facilement à réaliser les mouvements. Donc là, il y avait quand même presque 9 personnes sur 10 qui étaient capables de maintenir cette pratique sur les 5 semaines. Donc en termes d'activité physique tolérable, cette activité-là est plutôt bien conseillée. Autre pratique, le renforcement musculaire dont je vous parlais, par exemple, dans cette étude, c'était à raison de 2 fois par semaine, sur 12 semaines, et là, les personnes, on leur demandait de faire 5 exercices, pas plus. Et ces 5 exercices, elles le faisaient 8 fois au départ, d'affilée. Une fois les 8 faits, elles passaient à l'autre exercice, 8 fois, et ainsi de suite. Et à la fin des 12 semaines, il fallait essayer d'aller en faire 15 de ce même mouvement. Donc là, on gardait une progressivité d'effort. Et qu'est-ce que ça a permis? C'est que déjà au bout de 12 semaines, en termes de force musculaire au niveau des cuisses, il y avait eu des améliorations, je vous ai mis les chiffres de 15%, et en termes de capacité de déplacement, meilleure distance de marche réalisée, augmentée de 20%. Donc ces chiffres-là que je vous ai mis comme ça, c'est pas important de les retenir, mais l'idée pour moi, c'est de vous montrer qu'on encourage à faire de l'activité, mais il y a quand même bien des études aussi qui montrent
tout ceci. Il y a d'autres activités qui sont encore aujourd'hui trop peu étudiées, mais qui ont tendance quand même à être bien conseillées. C'est tout ce qui est pratique de détente, de relaxation, de centration sur son propre ressenti corporel. Par exemple, tout à l'heure, David parlait du tai chi. Il y a le yoga, le stretching, le qigong. Donc toutes ces activités-là, elles sont importantes en complément des autres activités pour essayer de maintenir aussi un bien-être moral. Et dernière petite activité qui est en vogue en ce moment et qui commence aussi à être étudiée dans le cas de sclérose en plaques, c'est la méthode Pilates. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la méthode Pilates. À la base, la méthode Pilates, c'est du renforcement abdominal. Renforcement abdominal, c'est très important puisque c'est ce qui permet d'avoir une tonicité musculaire et donc qui participe aussi à l'équilibre. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'il y a quand même tout un panel d'activités qui aujourd'hui sont étudiées, conseillées. Voilà. Et enfin, d'autres activités qui commencent aussi à être abordées, qu'on a pu voir par exemple dans les Jeux paralympiques, et qui s'adressent plus aux personnes en fauteuil. Donc là, l'idée pour moi, c'est de vous montrer que vraiment tout le monde peut pratiquer. Il y a par exemple l'activité Sarbacane. Donc cette activité, c'est une activité de précision qui peut être faite donc directement dans le fauteuil. L'idée, bien entendu, c'est de viser une cible à raison de souffler dans une sarbacane, quoi. Et l'intérêt de tout ça, c'est que à travailler sur la respiration, notamment la respiration diaphragmatique, vous contractez et vous travaillez vos abdominaux. Et les abdominaux, c'est quoi? C'est ce qui se permet, notamment aux personnes, de faciliter le transfert d'un fauteuil à fauteuil. Donc ça, c'est un intérêt. Autre activité qui est conseillée, c'est la pétanque adaptée ou la boccia. La boccia, c'est une pratique en fait de la pétanque avec une rampe. Donc ça, c'est pareil, c'est une adaptation de la pratique suivant les capacités de chacun. Et l'intérêt de tout ça, c'est qu'en fait, ça vous fait travailler l'adresse, ça vous fait travailler la coordination visio-motrice. Tout à l'heure, on parlait de l'histoire de la névrite optique, qui est parfois, il y a un décalage entre ce qu'on perçoit et la réalité. Donc ça aussi, ça peut être un moyen de travailler là-dessus. Mais l'avantage principal de tout ça, c'est que ça permet de regrouper des personnes dans un même lieu, autour d'une même activité, et le lien social, donc tout ce qui est bien-être moral. Dernière chose, après j'en termine là-dessus. Donc il y a des conseils de pratique, bien entendu. Premier enjeu pour vous, c'est d'apprendre à gérer votre fatigabilité. Donc là, c'est souvent le plus difficile. Donc moi, ce que je peux vous encourager à faire, c'est d'essayer d'aborder les efforts de la manière la plus progressive possible, et la plus régulière possible. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à aller vers l'activité et la faire de manière très intense d'un coup, et au final, pendant 3 jours, je ne peux plus rien faire. Donc la première des choses à faire, c'est d'essayer d'aborder, faire plus de séances dans une semaine qu'une seule séance est très concentrée. L'idéal, c'est 2 à 3 séances par semaine, 1 à 2 jours de repos entre séances. Les durées conseillées, c'est entre 20 et 30 minutes de pratique par séance déjà. Le répéter 3 fois par semaine, c'est déjà pas mal. Éviter de pratiquer dans des salles surchauffées ou par forte chaleur. Tout à l'heure, on parlait de la thermosensibilité. Si c'est le cas, prendre des boissons fraîches ou une douche froide après l'effort pour diminuer donc la température corporelle, pour éviter que les symptômes soient exacerbés. Et par contre, s'il y a une poussée, alors là, il faut cesser toute activité au risque d'aggraver les symptômes. Dernière chose que je vous ai mis, c'est des petits liens utiles sur lesquels moi aussi je m'inspire, qui peuvent vous servir si vous voulez des compléments d'informations sur ces pratiques-là. Donc il y a l'AFCEP qui a déjà des documents importants, intéressants sur la pratique de l'activité physique. Là, par exemple, sur la table dehors, vous avez le livre blanc 2012 qui concerne CEP et activité physique adaptée. Il y a d'autres fascicules là-dessus qui peuvent être intéressants pour vous à lire. CEP et Sport, c'est un site site internet sur lequel vous allez avoir tout un listing d'activités conseillées et en quoi consistent ces activités-là, qui peuvent être aussi intéressants. Et il y a la Fédération française handisport aussi, qui est tout aussi intéressante pour voir autour de chez soi qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui existe, comment je peux pratiquer telle ou telle activité. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis un peu ces 3 liens-là qui peuvent vous être utiles. Voilà, je vous remercie pour votre attention.